Mindset et Prana, le balado qui unit deux fréquences. Salut, bienvenue dans ce premier épisode officiel de Mindset et Prana. Oui, cet épisode qui devait être lancé le 10 juillet au Mexique, mais qui est finalement lancé le 10 novembre au Québec. Tu dois sûrement te dire, mais que s'est-il passé, Marie-Claude? C'est une très bonne question, Marie-Claude. Eh bien, je dirais que ma vie entière était en décalage horaire pendant 4 mois. Oui, mais comme il y a du bon dans toute tranche, eh bien, j'utiliserai cela à bon escient et ce sera le sujet de ce premier épisode. Mais juste avant de croquer dans le croustillant de ma tranche, j'ai envie qu'on s'offre une petite dose de soleil, à défaut d'être au Mexique. Simplement parce qu'en ce temps de grisaille automnale, mais surtout mondial, je pense que l'humain en a vraiment besoin. Alors je vais demander à ma super chorale en studio Mindset Choral de nous jouer, s'il vous plaît, quelques notes lumineuses. Oh, c'est bon ça? Bon beat? OK, si comme moi, ton mindset se sent impuissant par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment, ben, je t'invite à te brancher sur la plus haute fréquence qui existe, qui est celle de l'amour. Et ensemble, on va spreader la planète parce que c'est gratuit, ça voyage très bien, c'est écolo, puis on n'en a jamais trop. C'est facile, c'est comme un courriel. Tu l'écris dans ta tête et tu appuies sur « Envoyer ». Ah, c'est magnifique. C'est même thérapeutique. Merci, chère chorale. Donc, parlant de thérapie, pour revenir au croustillant de ma tranche, en fait, je ne sais pas à quel point c'est croustillant, mais je suis sûre que ça va parler à au moins une personne. Donc, au pire, ça va être un genre d'épisode en tête à tête avec toi qui m'écoute. Oui, toi qui braille ta vie à cause d'une peine d'amour. Ah, sache que je te comprends tellement. Oui, parce qu'on partage la même poffine dans notre tranche de vie, mais je te rassure, à un moment donné, t'auras juste plus de larmes à pleurer. Ben, sérieusement, il y a de la lumière au bout du tunnel. Bon, c'est vrai, quand t'as les deux pieds dedans, c'est de la marde. Puis, tout est de la marde, j'avoue, mais il y a de l'espoir. Regarde-moi. Ah, là, je vais vraiment bien. Mais il y a 4 mois, oh, c'était pas cute. Ah, puis c'était pas le fun. La preuve, d'ailleurs, et là, c'est juste parce que c'est toi, évidemment, ben, je vais t'ouvrir mon journal intime. Oui, un vrai journal intime avec un vrai cadenas verrouillé à clé, quand même. Alors, je vais le déverrouiller à l'instant. Voyons. Petit cadenas des années 80. Bon. Ben, bienvenue dans mon journal. Ben, je vais te lire un petit passage. Mais, attends une minute. Mindset Choral? Ouais. Je pense que j'aurais besoin d'une petite trame musicale. Une petite ambiance. Je serais plus à l'aise. Merci. Oh, vous êtes vite sur la note dramatique. Cher journal. Mais voyons, je t'appelle jamais de même. Non, salut, je le sais. Je t'écris plus souvent quand ça va mal que quand ça va bien. Mais là, c'est là que je n'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, j'ai trouvé ça vraiment difficile de me séparer avant mes vacances. Il y avait comme une partie de moi, ou plutôt une partie de mon cerveau qui était dans le déni. Au Mexique, c'était facile. J'étais dans l'euphorie du voyage avec mon ami à boire quelques margaritas, les pieds dans l'eau. Mais on sait, toi puis moi, ce qui m'attendait.
à mon retour à Montréal. Ouais. Il y avait Déprime, avec sa meilleure amie Solitude. Je sais pas pourquoi ils viennent toujours en duo, ces deux-là. Ah, puis il y avait Insomnie, la sans-pitié. Bitch. Heureusement, ou malheureusement, il y avait aussi réconfortante crème glacée molle faite avec de la vraie crème qui donne mal au ventre. Mais rendu là, ça changeait le mal de place. Puis tu parles d'une expression incohérente. Tomber en amour. Ça devrait plutôt être monter en amour puis tomber en peine d'amour. En tout cas, moi, j'étais pas juste en peine. J'étais aussi en panne. En panne d'énergie, de motivation, de connexion, d'envie, de joie, d'inspiration. Même mon projet podcast me tentait plus. J'avais l'impression que tout goûtait fade. À part le vin, j'avoue. Ouais, lui, il goûtait drôlement bon. Je l'ai peut-être échappé une fois. Ou deux. Bon, peut-être 3, mais j'étais trop consciente que c'était pas la bonne chose à faire pour un cerveau à l'envers. Je pense à ça, là. Finalement, c'est pas mon cœur qui est brisé. C'est mon cerveau qui est cassé. Ouais. Anyway. Merci, journal, de m'avoir écouté. Cet épisode est commandité par Mouchechoir, la marque maison de Johnny Coutu. Là où on trouve de tout, même un Johnny. Et voilà, maintenant tu sais tout. Ben oui, j'ai plus de secret pour toi. Non, c'est pas vrai. Tu sais presque tout. Si tu veux savoir le reste, c'est 5 $. Oui, j'ai parti un GoFundMe. Alors, c'est n'importe quoi. Vaut mieux en rire. Ça, c'est thérapeutique. Et ça sécrète plein d'hormones du bonheur. Bon, parlant d'hormones, c'est là qu'on est rendu parce que non, j'allais pas te raconter ma vie pendant encore 20 minutes. C'est quand même déjà pas pire. Et merci d'ailleurs de ton intérêt, de ton écoute si t'es encore là. Bon, le but de ma tranche et de ce partage, c'est de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans notre cerveau quand on vit une rupture. Et tout ça pour idéalement activer la guérison, mais surtout éviter les pièges, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, point numéro 1, pourquoi on est si désorganisé quand on tombe en peine d'amour? Ben, pour le cerveau, là, c'est comme si du jour au lendemain, tu lui enlevais une information indispensable au bon fonctionnement de son système de référence. C'est comme si finalement, dans la chaîne d'information, on retirait un dossier. Parce que le cerveau, c'est vraiment ça, c'est comme un ordinateur, fait qu'il fonctionne en classant les informations. Donc, il y a plein de dossiers, chaque dossier a un nom. Il y a des dossiers qu'on utilise plus souvent que d'autres, donc sont sur le, pas sur le disque dur, mais sur le desktop, communément appelé en français le bureau. Il y a des dossiers sur le disque dur externe, auxquels on se réfère de temps en temps, puis il y a des dossiers qu'on ne sait plus qu'on a. Bon, anyway, les dossiers sont classés par ordre d'importance. Puis, quand il s'agit de liens, de relations, bien, ça devient vraiment compliqué de retirer des éléments d'un dossier parce que, pour le cerveau, chaque coefficient dans l'équation sert à maximiser l'efficacité de son bon fonctionnement et donc à minimiser sa dépense énergétique. OK, je vais faire ça simple. Si on enlève une information dans la chaîne d'information, ça crée un vide. Et selon la physique quantique, l'univers n'aime pas le vide, alors il va essayer de le remplir. Ben, c'est exactement la même chose qui arrive quand on se sépare. Ça crée un vide, il y a une information manquante dans le fameux dossier, puis là, on tombe dans l'urgence de trouver une information alternative pour combler le vide.
Et c'est ainsi que s'expliquent certains mauvais choix. Bon, là, je vais pas faire le top 10 des mauvais choix. Je pense qu'on a tous notre top 10 personnel, mais je dois dire qu'en vieillissant, on s'assagit. Bon, je peux juste parler pour moi, là, mais moi, j'ai réalisé que j'avais pas le goût de me sauver puis de faire de la fuite parce que ça comble aucun vide. Même qu'au contraire, ça fait juste l'amplifier. Alors, il n'y a pas de plus-value à tomber dans le baril de vin, bien que le vin soit bon et réconfortant parfois. Il y a juste le temps. C'est plate, hein, comme constat, mais ça reste que le cerveau a besoin de temps pour réorganiser l'information en question et pour réaliser, surtout, qu'il n'y a plus besoin du dossier X en question. Je pense qu'il faudrait trouver un nom au dossier X. On va l'appeler le dossier bébé. Ouais. Fait que là, soudainement, ton cerveau n'a plus besoin du dossier bébé, puis il l'a classé sur le disque dur externe. Puis, si jamais il y a besoin de s'y référer, ben, ce sera pas dans l'urgence du manque de bébé. On dit que c'est pas beau. Bref, s'il y a besoin de s'y référer, ben, ça va être juste par curiosité ou besoin ponctuel. Hein? C'est bien fait, pareil. Bon, ça, c'était mon introduction. Mais là, pour vraiment comprendre le pourquoi du comment de la peine d'amour, il faut d'abord comprendre ce qui se passe quand on monte en amour. I love you, sugar. Oui, en effet, ça s'apparente à une grosse dose de sucre et de plaisir parce que le cerveau produit, entre autres, une molécule de la famille des amphétamines. Oui, des amphétamines, c'est de la drogue. Et c'est ça qui explique l'effet d'euphorie, voire même de folie amoureuse. On fait des choses irrationnelles quand on monte en amour. Et attention, joueurs de Scrabble, à vos crayons, parce que c'est un mot qui vaut beaucoup de points. La fameuse molécule de la famille des amphétamines se nomme la phényléthylamine. La phényléthylamine, c'est la fée de l'amour. Ça, c'est non, Marie-Claude. Ça, c'est non. D'accord. Bon, mais c'est pas tout, parce qu'après la phényléthylamine, le cerveau amoureux est comme un pusher, finalement. Un pusher personnel un peu trop généreux qui se met à te fournir en dopamine. Et la dopamine, c'est la molécule du plaisir qui est responsable, entre autres, d'activer le circuit de la récompense. Parce que oui, on a ça dans notre cerveau. C'est comme si tu fais des efforts, tu vas avoir un bonbon. Bah, OK, c'est plus complexe que ça quand même. Parce que la dopamine est aussi le neurotransmetteur de la motivation. Parce qu'il y a 400 millions d'années, pour assurer ta survie, fallait que tu manges. Et pour manger, il fallait que tu tues un mammouth. Mais pour tuer un mammouth, il te fallait de la motivation en crise. Puis, cette motivation-là, évidemment, était récompensée par un bonbon qui était de manger. C'est pour ça que c'est aussi plaisant, encore aujourd'hui, de manger et ça procure dans le cerveau un rush de dopamine. Même si on n'a pu aller tuer de mammouth, ce bout-là, dans l'évolution du cerveau, n'a pas vraiment changé. Parfois à notre avantage, souvent à notre désavantage, parce qu'on devient de plus en plus paresseux. Mais ce sera un autre sujet pour un autre épisode. Revenons donc au travail de la dopamine en début de relation qui est d'assurer que l'expérience soit particulièrement agréable. Le problème, c'est qu'elle ne fait point la distinction entre un coup de foudre et une ligne de cocaïne. La coquine! Et oui, c'est vrai, c'est dans le même circuit de la récompense que tout ça se brasse.
On pourrait dire que le cerveau met toutes ces informations-là dans le dossier « plaisir ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui sont accros à l'amour. En fait, sont accros aux rushs de dopamine du début. Mais comme tout ce qui monte redescend, après 2-3 ans, la dopamine dans la routine est un peu comme les valeurs nutritives dans une poutine. Absente. Voilà. Mais la première année, on l'aime beaucoup, le fromage quick. Et tout comme la poutine est réconfortante, avec le temps, dans une relation, la dopamine fait place à l'oxytocine. L'oxytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui est d'ailleurs produite en grande quantité durant la grossesse et l'allaitement, ce qui permet à la mère et l'enfant de créer un lien très fort. Pour revenir à la relation amoureuse, donc l'oxytocine, ce qu'elle fait dans le temps, c'est qu'elle assure le lien, puis elle donne envie de bâtir une suite. Bon, encore faut-il que les fondations amoureuses de la première année soient suffisamment solides et non juste fondées sur du quick. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec notre pusher personnel quand on tombe en peine d'amour? Il se passe à peu près la même chose qu'un toxicomane qui est en manque de sa dose. Évidemment, ici, il y a plein de nuances parce qu'il y a plein de scénarios différents, donc le degré de manque est très relatif. Je sais pas, moi, est-ce que c'est toi qui as initié la rupture parce que ça faisait longtemps que tu n'étais plus bien? Ou est-ce que la relation s'est éteinte avec le temps, simplement parce que les deux personnes ont changé, puis ils n'ont plus la même vision commune. Puis, sans vision commune, il n'y a plus de projet, puis sans projet, il n'y a pas de motivation, puis sans motivation, il n'y a pas de dopamine. Donc oui, les projets communs sont essentiels parce qu'ils donnent du sens, puis une petite dose de dopamine au passage. Hein? Ça fait du bien. Mais encore une fois, il faut plusieurs ingrédients pour réussir une recette. Donc, si tu as juste des projets de couple, mais que tu n'as aucun projet personnel, ça va peut-être te rattraper à un moment donné. Anyway, je reviens au scénario où, disons que tu n'as pas choisi la rupture. Ou comme moi, par exemple, je n'étais pas prête, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Encore là, même si mon cerveau rationnel savait que c'était la bonne chose, mon cerveau émotif, lui, se disait « Ah, fuck, je vais devoir vivre ça. » Et oui, même une rupture harmonieuse basée sur une décision commune et mature, ça fait mal pareil. Et c'est donc ce qui me ramène à la douleur du manque qu'on ressent quand on vit un deuil amoureux. Et cette douleur-là n'est pas juste émotionnelle, mais bel et bien physique. Et il y a d'ailleurs des études qui ont été faites en neurosciences pour évaluer ce qui se passe dans un cerveau en chagrin d'amour. Puis, ce qui a été démontré, c'est que les parties du cerveau qui s'activent en peine d'amour sont les mêmes que celles qui s'activent quand on ressent une douleur physique. Et je ne parle pas ici d'une coupure faite avec une feuille de papier, mais bien une douleur similaire à celle d'une brûlure grave ou d'une fracture. Ah, oui, je le sais, ça fait mal. Pauvre petit loup. Pleure, purge, nettoie. Ah, faut être patient et bienveillant avec soi-même quand on est en peine d'amour parce que sur le plan neurochimique, donc la chimie de ton cerveau, c'est un peu, parfois beaucoup, comme une dépression. Ouais. Puis, c'est pas juste à cause de la drop de dopamine de ton pusher qui s'est poussé, mais c'est aussi dû à une forte diminution de la sérotonine, que tu connais sûrement sous le nom d'hormone du bonheur. La sérotonine, elle agit notamment dans la régulation de l'humeur, de l'alternance veille-sommeil, de l'appétit, soit tu manges plus, soit tu manges trop, tu manges des émotions. Elle joue un rôle important aussi sur la perception de la douleur et sur les émotions, en particulier la peur et l'anxiété. Connectons les points, ça fait tellement de sens.
J'avais oublié de dire que dans le high du début de la relation, la sérotonine est plutôt discrète parce qu'elle laisse toute la place à la dopamine. C'est ça qui explique le manque d'équilibre. Tu sais, les excès de confiance. On est tout sauf méfiant quand on est in love, hein? Ben là, c'est bien évident que bébé a pas de défaut. Jusqu'à ce que bébé te laisse. Ah, là, bonjour les défauts. Mais comme tu manques de sérotonine, tu manques aussi de jugement. Donc, tu veux quand même récupérer bébé et ses défauts. Ah, un beau bordel dans le cerveau, parce que oui, ton pusher s'est poussé. Alors, tu te retrouves en sevrage. Et oui, selon des études, le sevrage amoureux dure en moyenne 3 mois. Finalement, j'étais pas si pire avec mon décalage horaire. C'est un peu rassurant. Donc, en moyenne 3 mois qui se divisent en 2 phases bien distinctes. D'abord, le cerveau proteste, évidemment, il est dans le déni de la rupture et c'est là que beaucoup de personnes tentent de reconquérir bébé et aussi de fuir la douleur du manque par le biais de leur top 10 des plaisirs éphémères. Et voilà, on est bien humain. La phase 2, c'est la phase où le cerveau se résigne. Ouais, c'est là qu'il braille sa vie, le temps de réorganiser ses dossiers dans la montagne de Mouchéchoir. Voilà, maintenant tu sais qu'un deuil amoureux, ça dure en moyenne 3 mois, mais on ne connaît pas la date de péremption. On sait toutefois que ça peut durer bien plus longtemps. Alors c'est ici que j'ai envie de te partager mes meilleures astuces neuroscientifiques pour, j'espère, t'aider à activer ton processus de guérison et aussi à éviter les pièges. OK, Mindset Coral, on commence avec l'astuce. Number 1. Bon, là, ça va sembler d'une évidence limpide, mais je le dis quand même, tu dois éviter à tout prix les rappels visuels ou autres rappels sensoriels de ton ex, genre les parfums, les tounes. On se comprend parce que on sait maintenant que l'amour crée une dépendance, puis tu dois passer à travers le sevrage, oui, qui vient avec n'importe quelle substance addictive, dont l'amour. Alors retiens-toi à tout prix de te taper les 1352 photos de votre dernier voyage ou de scroller son Instagram jusqu'à 2 heures du matin ou d'aller dans votre resto préféré. Genre, c'est un piège à dopamine. Ne te prends pas le cœur dedans, ou plutôt le cerveau. Plus tu vas le faire, plus tu vas vivre des petits highs de dopamine, mais plus ton down va devenir grand, lourd, pesant. Ouais, c'est ça. Alors, résiste. Oui. Tu peux remplacer les poussées de dopamine malsaines par des poussées de dopamine saines. Évidemment que ça existe, on en a besoin. Rappelle-toi, le chasseur de mammouth. Bon. Alors, suivre un cours de yoga, aller courir. Moi, personnellement, c'est ça, c'est le jogging, c'est exutoire. Bon, j'avoue que dans la phase 1, c'est plus la phase chocolat, crème glacée, divan, doudou, Netflix, cheveux pas lavés depuis X jours. OK, maintenant on est rendu à l'astuce. Number 1. Ben non, on était rendu à l'astuce numéro 2. Really? Ben oui, mais c'est pas grave, vous pouvez prendre une pause. Je suis autonome. Alors, je disais donc, l'astuce numéro 2, bouge, même si c'est pas facile puis que ça te tente pas. Parce que quand on bouge, ça libère des endorphines. Ah, des endorphines, là, c'est un analgésique naturel contre la douleur. Ça déclenche un sentiment positif pour le corps parce que ça réduit le stress, l'anxiété et donc, ça favorise le bien-être
et la plénitude. Sans oublier que l'activité physique favorise aussi la libération de sérotonine. Et la sérotonine, l'hormone du bonheur, oui, elle est dans le cerveau précurseur de la mélatonine. Ça veut dire qu'elle se transforme en cette hormone du sommeil, de laquelle on est aussi carencé quand on est peiné. Ouais. Alors, bougeons, bouger, courir, c'est super. Il y a des yogas plus actifs que d'autres, comme l'Ashtanga Yoga. Mais ce qui est vraiment magique, là, c'est d'ajouter de la musique à n'importe quelle activité physique, parce que dans le circuit de la récompense, la musique active la sécrétion de dopamine et d'endorphine. Alors, c'est comme si tu avais une double dose. OK, maintenant, astuce numéro 3. Tu dois te créer une nouvelle normalité. Et qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien, ça veut dire de donner du sens au pourquoi du comment de ta rupture. Puis un bon truc pour y arriver, c'est de faire une belle longue liste des raisons pour lesquelles ton ex n'était pas si extraordinaire que ça, finalement. Parce que quand on perd quelqu'un, ben on a tendance à se souvenir exclusivement des choses merveilleuses concernant cette personne. Puis, en idéalisant, ce qu'on fait, c'est qu'on altère le processus du deuil, puis ça nous fait encore plus souffrir. Alors, c'est le temps de te gâter en faisant une belle liste de tous les défauts de bébé, sans retenue, surtout parce que ça libère les tensions dans le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Comme pleurer d'ailleurs, c'est très libérateur au niveau des tensions limbiques. Et quand on fait la liste des défauts, eh bien, c'est prouvé que ça diminue la douleur parce qu'on se sent soudainement débarrassé, voire même plus heureux. Non, mais pourquoi s'en priver? Bref, ta fameuse liste, ce qu'elle va faire concrètement, c'est qu'elle va réinitialiser ton système de référence. Oui, tu te rappelles les fameux dossiers, ben ça va te permettre de voir les choses, disons, de façon plus claire, plus vraie, avec plus de confiance et plus de conscience. Astuce numéro 4. Qui, oui, va peut-être sembler contre-intuitive, mais qui, au contraire, est vraiment une alliée, c'est d'assumer ta part de responsabilité. Là, on s'entend que si ton ex t'a trompé, ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. C'est pas ça le point. C'est plus l'idée de reprendre ton pouvoir d'action, d'agir sur toi, sur tes choix, sur ta vie, sur tes comportements. Voilà. Alors, c'est ça, prendre ta part de responsabilité, c'est aussi d'être capable de t'observer pour mieux évoluer, pour mieux croître et surtout pour éviter de répéter les mêmes patterns et peut-être les mêmes comportements qui te ramènent au même résultat poche. Et finalement, l'astuce numéro 5, qui est mon astuce préférée, fais-toi souffrir. J'insiste sur de façon saine, équilibrée et intelligente, et c'est là que je m'explique. Dans le système de la récompense / du plaisir cohabite aussi la douleur. Et il y a une raison, encore une fois, archaïque, qui a assuré notre survie, c'est que tu ne peux pas être toujours dans le plaisir. Il faut que la balance intérieure revienne à sa ligne de base qu'on appelle l'homéostasie. Donc, c'est l'équilibre de ton système dopaminergique. Et ça existe justement parce que tu dois te remotiver pour aller rechasser, remanger et ainsi de suite. Le cercle se poursuit. Donc, pour que tu sécrètes de la dopamine qui va te motiver à faire ça, il faut que tu ressentes une forme de douleur. Et c'est là la nuance. La douleur ici, c'est plus en lien avec de l'inconfort. Alors, si tu te sens suffisamment inconfortable et que tu ressens, par exemple, un manque, tu vas te bouger pour
aller chercher ce dont tu as besoin ou envie pour ressentir une forme de plaisir. Et c'est ici que mon astuce de se faire souffrir reprend tout son sens. Alors, si tu te mets dans un état d'inconfort de façon délibérée, ce que ça veut dire, c'est que ta balance va pencher du côté de la douleur. Inévitablement, de l'autre côté, c'est le plaisir qui t'attend parce que pour revenir à sa ligne d'équilibre, donc dans son état d'homéostasie, la dopamine doit absolument passer d'un état à l'autre. Donc, si ça commence dans l'état de douleur, bien, pour revenir à l'équilibre, elle doit absolument aller toucher à un certain état de plaisir pour ensuite revenir à une ligne de base. Tu me suis? Donc, si par exemple, je te donne des trucs pour te mettre dans un état d'inconfort volontaire, ça veut dire que tu dis à ton cerveau, j'ai le contrôle, c'est moi qui décide, ça va bien aller, il n'y a pas de danger. Par exemple, prendre des douches froides ou des bains glacés. Ça, c'est super efficace parce que ça ne va pas juste rééquilibrer ton système dopaminergique, mais ça va aussi libérer plein d'autres hormones du bien-être. Donc, après, tu vas te sentir super relax et c'est gratuit. Tu n'as même pas besoin d'aller au spa. Tu fais ça chez toi. Puis je te conseille d'ailleurs de faire la méthode Wim Hof. Si tu ne connais pas déjà, tu peux taper dans YouTube Wim, W-I-M, Hof, H-O-F. C'est extraordinaire. Ça débute avec des respirations conscientes, puis ensuite douche froide ou bain froid. Mais sache que les deux exercices, de façon individuelle ou de façon conjointe, tu vas aller retirer les mêmes bienfaits au niveau de ton système dopaminergique. Donc, si tu fais les respirations toute seule, tu vas ressentir un inconfort et ensuite un sentiment de bien-être. Si tu fais juste les bains froids, même chose, mais si tu fais les deux ensemble, wow, extraordinaire, ça va avoir une double puissance. Alors, je t'invite à essayer ça. Et s'il vous plaît, à m'en redonner des nouvelles parce que je serais très curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi. Un autre petit truc pour te faire souffrir gratuitement, mais surtout en conscience et avec bienveillance, c'est de faire de l'exercice physique intense. Là, je parle d'intervalle ou de bootcamp, ce genre d'entraînement-là. Tu dois avoir mal dans tes muscles. Ça va faire le même principe dans ta fameuse balance. Donc, ça va descendre pour mieux remonter, pour mieux se repositionner dans un état d'équilibre, donc de bien-être. Là, ce que je viens de te donner, là, mon astuce numéro 5, finalement, c'est une forme de biohacking pour avoir un contrôle conscient sur ta neurochimie. C'est d'ailleurs le genre d'astuce qui fonctionne super bien avec toute forme d'addiction. Alors, si tu es accro aux jeux vidéo, à la bouffe, au sexe, aux jeux de hasard, accro à l'amour, toujours dans le spectre de la dépendance, évidemment. Alors, je t'invite à essayer ces petits trucs. Puis, de toute façon, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, surtout de la dopamine, de la sérotonine, de l'oxytocine. Ah, avant de terminer, je ne ferai pas une astuce numéro 6, mais dans mon biohacking, pour activer la libération d'oxytocine, qui est l'hormone du câlin, du lien. Bien, quand on est toute seule, qu'on n'a pas d'animaux, c'est un peu difficile. Alors, je t'invite à prendre beaucoup de bains chauds. Oui, les bains aident la libération d'oxytocine parce que c'est enveloppant, c'est chaud, c'est réconfortant et ça rappelle au système nerveux l'époque où on était encore dans le ventre de notre maman. Parce que oui, ton corps a des mémoires parfaites et se rappelle de tout. Tu sais, le fameux disque dur, ben c'est ça c'est l'inconscient. Anyway, ce sera un autre sujet. Parce que là, ça fait quand même plus que 30 minutes. Je le sais, ça faisait quand même 4 mois qu'il était supposé d'arriver cet épisode-là. Et bien le voilà, 35 presque minutes plus tard. Sur ce, merci d'avoir été avec moi pendant tout ce temps.
C'est un plaisir de me reconnecter à ma joie, à mon envie de créer, à ma motivation, de ressentir cette dose de dopamine. Et je ne tarderai point à te revenir avec un épisode 2. Je ne donnerai pas de date tout de suite, mais ce sera assurément avant le 10 décembre. Je pense que c'est assez raisonnable comme objectif. Alors, sur ce, je te souhaite un magnifique week-end branché sur un mindset conscient et sur ton prana bienveillant. Et dans le doute, ressaisis-toi, prends un bain froid, va pelleter en bédaine, va courir en bikini. Mais s'il vous plaît, rappelle-toi que tout ce qui descend finit par remonter. Namasté, ciao!